Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, on va aborder 3 petits points. On va parler de la gauche, comme souvent, avec notamment la sortie du silence médiatique de Raphaël Glucksmann et des conséquences que ça pourrait avoir. Et de sa plantade magistrale. Et de sa plantade magistrale, oui. C'est une façon de voir les choses dans son interview avec Darius Rochebain et après son débat avec Éric Zemmour sur LCI. Et on voulait revenir aussi sur... expliquer un peu les raisons qui nous ont poussé à écrire un article sur l'antisémitisme et la France insoumise, pourquoi on disait qu'il fallait que la France insoumise réagisse sur le sujet. Mais d'abord, la question de la guerre, c'est ça qui a animé toute la fin de semaine, après la sortie du chef d'état-major de l'armée, qui, devant l'Assemblée des maires de France, a produit un discours très alarmiste, de préparation, en disant à tout le monde qu'il fallait se préparer à la guerre. Je cite, il fallait se préparer à perdre nos enfants et à une dureté économique. Des sacrifices économiques, parce qu'il fallait mettre en marche une économie de guerre, en disant, voilà, il y a la Chine et la Russie, et que pourrait y avoir une entrée en guerre sous peu, à l'horizon 2030. Je vais te laisser la parole en premier parce que tu as fait une newsletter sur le sujet ce vendredi. Qu'est-ce que t'ont inspiré ces propos du chef d'état-major des armées ? D'abord, je pense comme beaucoup de monde, c'est très surprenant. On se demande bien pourquoi il a été invité au Congrès des maires. Je veux dire, qui a pris l'initiative de l'inviter au Congrès des maires ? Et est-ce que c'est au chef d'état-major des armées de venir délivrer à quand même une grande assemblée politique la nouvelle ligne de la France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça n'a jamais été dit comme tel que la France se préparait à la guerre contre la Russie et contre la Chine. Et lui est venu raconter ça. Je trouve ça absolument incroyable. Parce que c'est en principe une décision qui relève de stratégie politique et que donc c'est les politiques qui en décident. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que lui qui était le conseiller spécial d'Emmanuel Macron s'est mis en relation avec Emmanuel Macron pour faire cette déclaration. Il ne l'a pas fait à l'insu d'Emmanuel Macron. Mais c'est à Emmanuel Macron de porter ce type de discours et d'en débattre avec la nation et avec les élus. Et absolument pas au chef d'état-major des armées qui sort complètement de son rôle. Son rôle à lui, c'est de préparer les armées, d'anticiper les différentes stratégies, les types d'armement, la formation, etc., etc. Mais certainement pas de définir la doxa de la France. Alors ça, c'est vraiment le premier point qui m'a... j'étais un peu chachouin avec ce truc, quoi, quand même. Non, mais sérieux. Ouais. Tu étais chachouine. Oui. Je trouve ça incroyable que ça passe par le Congrès des maires et que ça passe par le chef d'état-major. D'abord, revenir sur cette prise de parole du chef d'état-major des armées. Il s'inscrit en fait dans une longue série de prises de parole sur le sujet et pas uniquement de haut gradé de l'armée française. Le président de la République, Emmanuel Macron lui-même, en mars dernier, avait fait une allocution solennelle devant les Français dans lequel il avait alerté, il avait commencé à préparer les esprits à l'imminence de la guerre. Il avait dit voilà, qu'il fallait qu'on commence à se remilitariser. Alors, il n'avait pas ciblé explicitement, comme l'a fait le chef d'état-major des armées cette semaine, ni la Chine ni la Russie. Mais bon, on imaginait très bien que c'est ça qu'il avait en arrière-pensée. Il ne pensait pas qu'on pensait au Panama ou au Nigeria. Enfin, je veux dire, c'était la Russie et la Chine. Et globalement, ce monde qui est en train de se réarmer. Et donc, voilà, il avait avancé des jalons. Encore auparavant, c'était maintenant il y a quelques années, le Parlement a décidé d'augmenter nos dépenses militaires, le budget qui est alloué à nos armées, de façon
très très substantiel. On est maintenant à 1,7%, 1,7 fois le budget qui était celui des armées il y a 10 ans. Et à ce moment-là, il y avait eu un débat. Et c'est le choix qui avait été... Non mais d'accord. Il n'y avait pas eu un débat, il y a eu un vote. Ouais, il y avait eu un vote. Oui, non mais je suis d'accord, mais en fait, moi je me souviens à l'époque que j'avais déjà trouvé ça un peu... parce que c'est 700 milliards qu'ils avaient... Exactement, c'est énorme. L'augmentation du budget des armées, je me disais, waouh, 700 milliards quand même, c'est pas que dalle quoi. Et ce qu'on appelle les lois pluriannuelles, donc c'est des lois sur 5 ans. Les lois de, et ça n'avait pas fait l'objet d'une discussion, d'une opposition, et bon, on pense bien sûr à la France Insoumise qui ne s'était pas opposée. Donc je me souviens moi que ça m'avait un peu... Ce que je veux déjà dire, à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi il faut doubler le budget de l'armée? Ah bon? Écoute, là, le mérite qu'a eu cette prise de position du chef, enfin, oui, cette prise de parole, en tous les cas, du chef d'état-major des armées, c'est que ça suscite un débat dans la société. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, à la fois le Rassemblement national, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, des tenants du bloc central, entre très gros guillemets, prennent la parole et disent, bon bah voilà, est-ce qu'il faut qu'on se prépare à une armée? Est-ce qu'il est normal, en fait, d'acheter à une guerre? Est-ce qu'il est normal, en fait, d'augmenter notre puissance de feu? Est-ce qu'il est normal de se préparer à ce qu'il y ait un envoi de troupes sur le terrain? Exactement en même temps, il y a le débat sur le service militaire qui est relancé. Donc, tu vois, tout ça marche ensemble. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une prise de position de ce chef d'état-major tout seul dans son coin qui a décidé ça parce qu'il a lu une note secrète, tu vois. Non, certainement. Il pose. Effectivement, c'est pas son rôle, il sort de son rôle, mais il est inscrit en fait dans une dynamique qui est une dynamique de toute une partie de la société. Oui, mais enfin voilà, il l'a dit très clairement, et moi je maintiens que ça devrait faire l'objet plutôt d'une prise de parole du Premier ministre à l'Assemblée nationale et d'une intervention du président de la République, et pas d'une discussion devant les maires en leur disant « préparez vos administrés à faire la guerre ». Enfin, pas à faire la guerre eux-mêmes, mais à ce qu'il y ait une guerre et à ce que ça nous coûte cher en vie humaine et en destruction. Voilà. Surtout que, pour avoir lu son discours, il y a quelque chose d'assez insupportable en fait dans sa position d'autorité. C'est-à-dire qu'il ne dit pas nous sommes, je vous fais une proposition politique. Ma proposition politique, c'est de se préparer à la guerre parce que je pense qu'il n'y a que cet horizon-là, cet horizon nous guette, quoi. Et lui, il le fait, il nous dit il faut se préparer. Et si vous ne le faites pas, vous êtes c'est une erreur. En gros, c'est une faute de genre, je ne sais pas de quel ordre, moral, politique ou que sais-je, tu vois. Enfin, mais c'est encore une fois, en fait, on est sur le même mode de ce que nous sert maintenant le pouvoir depuis plus d'une dizaine d'années. C'est il n'y a pas d'alternative. Et là, ce qu'il nous dit, c'est il n'y a pas d'alternative à la guerre, donc préparons-nous-y. Et je trouve que c'est quand la haute fonction publique ou les hauts fonctionnaires disent le vrai, quoi. Là, on est... Exactement. C'est encore le cercle de la raison qu'on pensait uniquement sur les questions économiques et sociales. En fait, maintenant, le cercle de la raison, il est aussi sur la question de la guerre. Et ils nous disent, le cercle de la raison nous dit, faisons la guerre. Bon, j'avoue que c'est insupportable. Et comme tu dis, alors moi, là où je suis pas d'accord, c'est que je pense qu'il y a un débat. Et je pense que le débat, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de débat véritablement pas assez substantiel sur la question de l'augmentation du budget de l'armée. En revanche, ça fait maintenant au moins 1 à 2 ans que les différents partis politiques, les personnalités politiques, les intellectuels et tout, commencent à réfléchir en fait à cette question de la guerre, de l'horizon de la guerre, et à alimenter aussi les prises de parole des politiques. Et je trouve ça heureux que Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aient des discours publics pour dire, voilà, nous, on pense qu'on ne doit pas se préparer à la guerre, parce que se préparer à la guerre, ça veut dire la faire advenir. Et donc nous préférons nous préparer à la paix, car se préparer à la paix, c'est aussi se donner les moyens de la faire advenir. Voilà. Et donc ils le proposent, on peut être d'accord, pas d'accord, tu vois. Bon, les traités de poutinistes à tout bout de champ, je pense que c'est hors de propos, mais voilà, ils font cette proposition-là, et les autres te disent, ah bah oui, mais
il n'y a plus le time, c'est dans 2 ans que la Russie va envahir les pays baltes ou la Pologne ou que sais-je, et donc dès maintenant, il faut s'assurer que nos capacités de projection au sol, dans les airs et sur les bateaux, là, et ben elles soient assurées dès maintenant. Et donc il faut tout mettre en forme pour, dès aujourd'hui, être en capacité de répondre à une agression sur le territoire européen ou de l'OTAN. Bon, ok, enfin, tu vois, moi, franchement, honnêtement, je trouve que le débat est en train de se disposer, quoi. Mais on en est encore aux prémices, hein, je suis d'accord. Après, il y a sur le fond. Alors, sur le fond, qu'est-ce que tu en penses? Doit-on se préparer à la guerre? Bon, ce que tu viens de dire, de toute façon, moi, d'une certaine manière, j'arrive pas vraiment, c'est le fond, je n'arrive pas vraiment à comprendre cette proposition. L'idée que l'on puisse se préparer à la guerre, à l'affrontement avec la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale, elle est devant les États-Unis en termes de puissance de feu nucléaire, je trouve ça absolument fou. Enfin, je comprends pas. Alors, hier, j'ai fait un débat où Danser ce soir. Oui, Danser ce soir, mais comment s'appelle? L'historien, voilà, qui est un spécialiste de la Première Guerre mondiale. M'a renvoyé à une comparaison avec 38, que je trouve... Il t'a traité de munichoise, oui, c'est ça, oui. Mais j'ai trouvé la comparaison juste absurde, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a l'arme nucléaire, il se passe une coupure. D'ailleurs, toute la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment où on a fait des traités de non-prolifération et de non-usage, etc. Parce qu'en fait, on sait qu'on arrivait à quelque chose qui est d'un niveau de danger extrême. Et donc là, se dire qu'on va un affrontement avec la Russie, et qu'on pense qu'on peut raconter ça comme ça à la volée dans une réunion des maires de France, je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Je veux dire que la crise qu'il y a eu en 62 autour des missiles à Cuba, c'est bien parce que tout le monde savait qu'un affrontement avec la Russie serait potentiellement catastrophique pour la planète. Et là, on a l'impression que finalement, c'est comme si on partait à la guerre comme en 14-18, quoi, avec la baïonnette, mais pas du tout. C'est pas du tout ça dont il sera question. La Russie ne cesse de développer des armes nucléaires stratégiques, tactiques, etc., et de menacer, d'attaquer les sites qui développent de l'énergie nucléaire et d'avoir des bombes nucléaires qui sont de portée plus petite que Hiroshima, mais qui peuvent enclencher un truc absolument délétère pour la planète. En fait, j'avoue que je ne comprends pas comment on peut imaginer, tranquille mimile, qu'on va à la guerre face à la Russie. Je veux dire, si on peut imaginer qu'il y ait des pays, il y a d'ailleurs des conflits qui ne sont pas des conflits... si tout le monde a été extrêmement inquiet quand l'Inde et le Pakistan se sont affrontés, c'était quand il y a 6 mois à peu près, c'est parce que c'est 2 puissances nucléaires et que si il a fallu vraiment arrêter très très vite. On a fait en sorte que ça s'arrête très très vite, cette affaire. Parce que deux puissances nucléaires, on n'est plus dans la même histoire. Donc j'avoue que il y a quelque chose que mentalement je ne me représente pas. Mais ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Hein. Mais déjà ce premier point. Mais pour répondre à ce premier point, je pense que le précédent russe-ukrainien, c'est-à-dire l'invasion d'une partie de l'Ukraine par la Russie à l'ancienne, entre guillemets, avec des tanks et des hommes qui occupent un territoire et qui bombardent, en fait, a fait oublier en fait que la Russie était une puissance nucléaire. Enfin, un truc. Il n'arrête pas de répéter Poutine. Je suis d'accord qu'il n'arrête pas de le répéter, mais on s'est dit, tiens, en fait, il peut encore exister des affrontements entre 2 armées régulières qui se faisaient en gros comme en 1935. Enfin, je veux dire, et on se dit, s'il fait la même chose avec les pays baltes ou avec la Pologne, il va en être de même. Voire
avec un autre pays qui a la puissance nucléaire comme la France. Bon pourquoi ne pas imaginer que ils envoient des hommes qui descendent de bateaux, ou ils envoient des bombes ou des gens qui rentrent à pied, et puis nous on fera la même chose, tu vois. Comme s'il ne pouvait pas y avoir en fait derrière cette question nucléaire. Il y aura aussi. Mais je suis d'accord. L'idée en fait, parce que l'idée aussi, c'est que Vladimir Poutine et la Russie n'ont pas fait usage de la bombe nucléaire sur l'Ukraine. Alors qu'ils l'ont, la bombe nucléaire, dans leur arsenal. Ils n'en ont pas fait usage. Et ce, même lorsque l'Ukraine a répliqué, y compris jusque dans son territoire. Il n'a pas envoyé une bombe nucléaire sur Kiev. Du coup, les gens se disent « Ah bon, en fait, cette bombe nucléaire, elle existe, ils l'ont, mais ils n'en feront pas usage parce qu'ils savent les conséquences catastrophiques, abominables qu'elle pourrait avoir. Et donc, du coup, on se dit, en fait, des puissances nucléaires sont capables d'avoir des conflits sans, et il en va de même pour les États-Unis, qui ont attaqué à de multiples reprises partout dans le monde, tout en sachant qu'ils ont l'arme nucléaire. Et on se dit, en fait, ils n'en font pas usage. Ils n'en ont pas fait usage en Afghanistan, ils n'en ont pas fait usage en Irak. Donc, et nous, on n'en a pas fait usage lorsqu'on a attaqué la Libye ou le Mali, tu vois. Et donc, on se dit, en fait, cette question ne sont pas les... Comment ? On n'a pas attaqué le Mali. Non, on avait Berkane, tu vois. On n'a pas attaqué le Mali. Non, je suis d'accord. Mais on aurait pu se dire, cette question, en fait, la place de l'arme nucléaire dans notre arsenal ne se fait pas au même niveau, en fait, que l'armée. Je suis d'accord, mais moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on ne peut pas traiter le sujet à la légère. Voilà, c'est que j'entends bien que toute guerre, même avec une puissance nucléaire, ne veut pas dire forcément un conflit nucléaire, mais néanmoins, la possibilité existe et donc on ne peut pas l'évacuer. La deuxième chose que je trouve importante, c'est Bertrand Badi qui le dit dans la revue Regard. Alors on a été quand même assez bien inspiré d'avoir fait cette revue, l'avant-guerre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Tu ne veux pas l'insérer dans le... Je l'insérerai. Tu l'inséreras ? Je l'insérerai. Bon, on a fait notre numéro sur ce moment d'avant-guerre. Et Bertrand Badi, dans l'entretien qu'il t'a accordé, Pablo, il relève que tous les conflits militaires de ces 20 dernières années n'ont produit que du chaos. En aucune façon n'ont réorganisé un nouvel ordre international. Alors bon, il cite l'Afghanistan, il cite l'Irak, il cite, moi je ne sais pas si la Libye, le Proche-Orient, enfin bref, tout ça ne provoque que de la destruction des sociétés et en aucune façon ne permet de se dire que on a réglé une question, par exemple la question des frontières, qui serait la question qui se pose avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'idée qu'avec un conflit, on va régler le problème, même avec un conflit non nucléaire, on va régler le problème de la frontière de l'Ukraine et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais c'est une vue de l'esprit. Enfin, je veux dire, c'est quand même, là encore, faire un gros pari, quoi. Moi, l'expérience de ce que nous vivons ne dit pas ça, ne dit pas que par les armes et par la guerre, on réussit à installer un nouvel ordre. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit un pari. Je pense que c'est une vision du monde dans laquelle on met de côté la question démocratique. C'est-à-dire que le monde, n'en déplaise à Catherine Tricot, Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, le monde est en train de s'organiser autour de rapports de puissance. Je veux dire, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, les Indiens, les Pakistanais, les Argentins, tout ça, Netanyahou, tout ça, eux, ils s'organisent en fait en tant que puissance et les relations internationales sont en train de s'organiser autour de cette question-là. Et dans la question de la puissance, il y a la question de la violence. Il y a la question de genre, comment est-ce que tu t'adresses aux autres. Et la question démocratique, la question du multilatéralisme, quand je dis la question démocratique, c'est en fait la question des peuples, tu vois. Elle est complètement mise de côté, ringardisée, et elle n'est plus utilisée comme étant un des moteurs en fait, de cette organisation du monde. Et donc, y compris à gauche, je vois, il y a des gens qui demandent à gauche à ce qu'on se prépare à la guerre.
par exemple Raphaël Glucksmann. On va me dire, il bat de gauche, bon, je m'en fous. Raphaël Glucksmann, il dit, il faut se préparer à la guerre. Mais Raphaël Glucksmann, je pense, j'ai lu son texte qu'il a posté sur les réseaux sociaux vendredi après-midi, pour dire pourquoi lui, il pensait que le chef d'état-major avait raison de dire ce qu'il dit. En gros, il ne parle pas, en fait, de cette question démocratique. Il ne parle pas de ce qui, en vérité, fait le lien entre, l'enfant américain, l'enfant français, l'enfant russe. Tu rappelais à juste titre, hier en discutant, c'était Sting qui avait fait une chanson, même les Russes ont des enfants. Aiment leurs enfants. Aiment leurs enfants. Même les Russes aiment leurs enfants. Ben oui. Ben voilà. Mais oui, mais ça, en fait, quand Sting dit ça, c'est quelque chose d'hyper puissant. Et lui, il a la conviction, en fait, qu'il y a un trait d'union, en fait, dans notre humanité. Et parce que, je pense qu'il produit cette pensée parce qu'il y avait, en fait, des structures qui étaient pas tout à fait bien finies, qui marchaient pas tout à fait bien, etc. Genre, par exemple, l'ONU, mais il y en avait d'autres, qui essayaient, en fait, de construire cette humanité commune-là. Aujourd'hui, ça s'est complètement écroulé. Tu as les partisans des inégalités naturelles qui sont en train de triompher un peu partout dans le monde, emportés par J.D. Vance et Donald Trump, mais Poutine en fait partie, Netanyahou et compagnie. Et là-dedans, tu as des gens qui se disent, bon attends, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser manger, tu vois. Enfin, on va pas venir avec des fleurs quand eux veulent nous attaquer avec des canons, tu vois. À la fois je suis pas d'accord, à la fois je comprends en fait cette réponse de dire ils vont nous attaquer avec des canons, on va pas répondre avec des fleurs. D'accord. Alors moi, ce que je pense, c'est que en fait tout ça, c'est quand même, on attend que les choses se décantent, mais que ça a quand même à voir aussi avec la possibilité de reconstruire un monde un peu plus pacifié. Et est-ce que cette possibilité-là a disparu ou pas ? Et en fait, bizarrement, en fait, je pense que l'émergence des pays du Sud contribue à la possibilité de cela. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas que les ultra-puissants de la technologie, du capitalisme, des armées, qui s'installent autour de la table. Le fait que le Brésil, le fait que l'Afrique du Sud, le fait que la Chine fasse partie de la communauté internationale qui compte, qui pèse, je pense que ça peut aider. Aujourd'hui, c'est trop éclaté, trop marginal, y compris d'ailleurs parce que ces pays-là ils ne sont pas homogènes entre eux, ils n'ont pas exactement la même vision. Ceci étant, ce que moi je crois, c'est que la fonction de l'Union européenne et des politiques français et du président de la République française serait plutôt justement d'essayer de mobiliser ces forces qui sont celles qui peuvent permettre de retrouver un cadre de stabilité, de paix, de négociation, de multilatéralisme et qui ne laissent pas les foudingues fascistoïdes que sont Trump, Poutine, Milei, Erdogan, etc. Parce que ceux-là sont bien présents, sont bien installés. Bon, ils sont, pour certains d'entre eux, en tout cas pour 3 d'entre eux, sont bien âgés aussi, quand même. Je veux dire, Poutine, Trump et Erdogan, ils vont pas durer autant que les impôts, mais en tout cas, leur idéologie qui s'installe et qui se structure comme une idéologie guerrière, une idéologie des inégalités et de la puissance, elle est aussi contrebalancée par d'autres. Et d'autres, il y a les États, et puis d'autres, il y a les pays, il y a les peuples, il y a les opinions publiques, il y a tous nos moyens d'existence. C'est-à-dire que, là encore, je renvoie à Bertrand Badi, qui insiste sur la place nouvelle que prennent les opinions publiques dans les enjeux internationaux. Et je pense que on a raison d'être inquiet de cette montée en puissance des fascistes, mais il n'y a pas que qui montent en puissance. Et donc, il y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a possibilité d'autre chose que du choix que fait le général en chef, pote à Macron. Il y a un autre chemin possible. Il n'est pas simple. Vouloir la paix, la construire, c'est du courage, c'est de l'invention, c'est sortir de ce qu'on connaît. Mais de toute façon, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, je ne vois pas comment on peut ne pas l'explorer, ne pas s'y attacher, ne pas chercher à faire.
Et vraiment, je sais pas, là, Macron, il part en Afrique, mais il faut qu'il s'occupe de ça, quoi, en Afrique. Hein. Et en même temps, en parallèle, moi, enfin, ça ne contredit pas ce que tu viens de dire, mais je pense que la montée en puissance des fascismes et des extrêmes droites à travers le monde fait que aussi cette question de la guerre revient sur le devant de la scène. Enfin, je veux dire, ça y est. C'est-à-dire que leur puissance à cette extrême droite, ce rouleau compresseur de l'extrême droite qui est en train de tout écraser sur son passage, permet en fait à tout le monde de se dire bon bah en fait il va y avoir la guerre. Je veux dire c'est l'issue du fascisme, c'est la guerre, ou l'issue de l'extrême droite, c'est la guerre, l'issue de l'ultranationalisme de tous, c'est la guerre. Et donc, parce que ça du coup c'est une proposition de solution, la seule solution qu'on a, parce que j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon et Catherine Tricot, je trouve vous mettre ensemble, dire genre il faut voilà les cadres de l'ONU, les cadres de l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité en Europe, voilà, il faut leur redonner de la force. Le seul problème c'est qu'on ne pourra leur redonner de la force que si on arrive en fait à porter un projet d'émancipation et de progrès déjà à l'intérieur de nos frontières et ensuite au niveau mondial, tu vois. Or, on est en train de perdre. Enfin, tu vois, il faut aussi voir les choses comme elles sont, tu vois. Genre, il y a quand même peu d'endroits, tu vois, où la gauche est triomphante et on se dit, putain, l'horizon, c'est l'émancipation. Oui, je suis d'accord que c'est pas un chemin pavé de roses, mais encore une fois, en ce moment, j'ai aussi en tête ce qui se passe à Belém et à la COP 30. C'est quand même plus complexe que ça. Plus contradictoire que ça, et donc il y a des forces pour le faire. De toute façon, there is no choice. Alors là, pour le coup, tu vois, on n'a pas le choix de faire autrement. Il faut travailler à ça. Il faut travailler, et alors en l'occurrence, travailler à ça, c'est travailler à faire monter en puissance et en notoriété, en influence, etc., toutes les forces de paix qui existent, et puis c'est soi-même se comporter en force de paix. C'est-à-dire que c'est évident que la question de Gaza est au cœur aussi de ces dérèglements de gestion des problèmes internationaux. Le fait qu'on n'ait rien fait devant ce qui est en train de se passer, ce qui continue de se passer, et qu'on laisse faire, enfin la situation désastreuse. Alors en plus maintenant c'est l'hiver qui arrive avec les inondations, le froid, enfin c'est affolant quoi. Et il ne se passe rien. Et on laisse Trump, l'ONU, je sais pas quoi, là, le Conseil de sécurité a validé le plan tout pourri de Donald Trump qui s'apprête à refaire la même chose en Ukraine. Et qu'est-ce que l'Europe a proposé ? Qu'est-ce que l'Europe a proposé comme solution pour Gaza ? Qu'est-ce que l'Europe a proposé pour l'Ukraine ? La seule proposition de l'Europe sur l'Ukraine, c'est de dire on ne cédera pas. Mais ça ne suffit pas. Ça, je comprends parfaitement que la question des frontières et la question de l'autodétermination soit première. Je pense qu'il faut entrer dans une négociation avec Poutine. Et là, comme ils font rien, ils se retrouvent à regarder par la fenêtre ce que fait Donald Trump avec son pote Poutine. Et à pleurer quand on n'a pas les plans. Parce que là, c'est ça, on est vendredi et l'Union européenne, genre ils sont en train de faire un truc entre Poutine et Trump sur ce qu'il faut faire en Ukraine. Et l'Union européenne râle parce que genre ils n'ont pas été informés. Ils ont pas été informés. Ouais, mais vraiment... vous avez fait quoi là, les gars ? Deuxième sujet qu'on voulait aborder. Non, je veux juste conclure sur ça. C'est que on voit que cet enjeu-là va devenir extrêmement important dans les discussions qui vont s'ouvrir dans les prochains mois. J'y vois aussi un tout petit risque. C'est que de la même manière qu'un jour j'avais dit, je trouve que ça serait pas une bonne idée que l'élection présidentielle de 2027 ne se fasse que sur la question des retraites. Je ne trouverais pas génial qu'on ne parle que de la question de la guerre. C'est éventuellement peut-être une orientation, une opportunité politique qui a été identifiée par Macron et son pote le chef des armées là. C'est qu'en fait, on parle de ça, et puis alors, du coup, tous les autres sujets qui sont des sujets quand même tout à fait fondamentaux, l'écologie, l'IA, le travail, le système de protection sociale, les services publics, tout ça, toutes ces questions-là ne peuvent pas passer à la trappe comme elles sont passées à la trappe en 2022. Donc j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une situation, même si là, je pense que, en même temps, ça engage une appréciation du monde et pas simplement de la question de la guerre.
Peut-être qu'on peut enchaîner, on va inverser. Parlons tout de suite de Raphaël Glucksmann. Si tu veux. Donc Raphaël Glucksmann qui a fait son grand retour médiatique mardi soir sur LCI. Alors moi j'ai regardé l'émission qui était en 2 parties. La première partie, il discutait avec un public qui avait été choisi par la chaîne, et en deuxième partie, il discutait il débattait avec Éric Zemmour. De façon très très musclée, ils ont franchement à un moment failli en venir aux mains. David Pujadas a été obligé de se lever pour physiquement en fait s'interposer entre eux. Donc c'était très très virulent comme opposition. Sur le fond, Raphaël Glucksmann a eu à se prononcer sur énormément de sujets qui allaient de Gaza aux retraites en passant par les néonicotinoïdes et je sais plus quoi. Les réponses qu'il a données, en fait, m'ont interpellé. Parce que je me suis dit, tiens, il a toujours pas de projet. Et d'ailleurs, en parallèle, alors c'était quelques jours auparavant, le parti, Place Publique, disait lui-même qu'il était encore en construction de ce projet. Il nous l'avait annoncé, c'était avant l'été dernier. Il disait, voilà, on va avoir un projet, on est en train de le construire, etc. Bon, ils ne l'ont toujours pas construit. Et donc, ils ont envoyé Raphaël Glucksmann dans l'arène sans avoir véritablement de choses très percutantes, à avoir d'horizons très définis en fait à sa proposition. Et donc du coup, Raphaël Glucksmann était complètement démuni. En fait, la plupart du temps, il disait ou bien des choses qui n'étaient pas tout à fait fausses, ni genre les choses avec lesquelles j'étais tout à fait en accord, mais à vrai dire, peu importe. Mais rien de consistant. Enfin, tu vois, sur... banal. Banal, exactement. C'était très banal, en fait, comme proposition. Et dans un moment où, en fait, tu as plusieurs forces qui sont très, très organisées et qui sont en phase d'approfondissement d'un projet qui a mûrement déjà été réfléchi, que sont d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté la France insoumise, hein, je ne le mets pas du tout en pareil, mais c'est les deux qui ont vraiment des grosses propositions très très fortes. Je me dis, mais qu'est-ce que vient faire là-dedans Raphaël Glucksmann? Et il y a un article du Parisien qui est sorti ce vendredi matin qui dit, les espoirs douchés de ceux qui pensaient que Raphaël Glucksmann pourrait être leur cheval pour 2027. Ah bah oui les camarades, en fait choisir un type parce que il passe plutôt bien, il a plutôt réussi notamment la dernière élection européenne où il a fait quand même, c'était le premier à gauche, lui c'était la première 13 ou 14, à gauche, 13 ou 14%. Honnêtement, il a plutôt de la suite dans les idées et ils se sont dit peut-être qu'il peut incarner la social-démocratie. Ah bah oui, mais si vous donnez pas de définition à la social-démocratie, bien sûr qu'il ne peut pas. Et d'ailleurs, il n'arrive pas à réfléchir en fait à cette question. Moi, à chaque fois que je vois un mec qui se réclame de la social-démocratie, je lui dis très bien. Alors, c'est quoi un social-démocrate? Raconte-moi. Et genre, là, j'ai un espèce de filet d'eau tiède, banal, comme tu dis, qui tient pas la route. Donc genre, tu ne peux pas incarner un espace que tu n'as pas défini. Voilà ce que pour moi a été la soirée de mardi soir sur LCI. Et c'est même indépendamment de la personne de Raphaël Glucksmann, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on trouve que il parle bien, pas assez vite, qu'il n'est pas assez de peps ou quoi, ça je m'en fiche, tu vois. Mais tu ne peux pas incarner l'espace que tu n'as pas défini. C'est d'une façon générale un peu ce qui est ressorti aussi de la réunion qu'avait fait l'ancien Cazeneuve avec Hollande et Glucksmann. Enfin, je veux dire, c'est un désir de quelque chose, un désir de retrouver, je sais pas quoi, moi, un espèce de social-libéralisme plus social, je sais pas, qui aurait tiré un peu quelques leçons de l'expérience passée, qui en tout cas ne serait pas avec la France insoumise. Voilà, c'est ça en gros leur identifiant politique. Mais je veux dire là, ils sont vraiment dans la panade. Hein. Je veux dire, ils ont, comme tu dis, ils ont un espoir de définir un espace. Ils n'ont absolument pas le début d'une proposition politique, ni d'un projet. François Hollande, l'autre jour, était sur France Inter et a expliqué qu'une élection présidentielle, c'était une force politique, un projet et un candidat. Ils n'ont rien de tout ça. Rien du tout. Non, et surtout, ils n'ont pas de force. Il n'a pas de force. Mais c'est l'ordre.
Tu peux pas commencer par le candidat et après se dire tiens, sur le candidat, on va peut-être lui construire un projet. Non. C'est dans l'autre sens. Oui, mais enfin, même lui, je veux dire, quand François Hollande dit on va construire une grande force social-démocrate, mais vas-y, mon gars, fais 3 adhésions et on reparle. Ben, je veux dire, pour l'instant, ils n'ont pas le début d'arguments pour construire cette grande force politique dont ils parlent. Il n'y a pas les bases de cela, parce qu'ils ont échoué. Et non seulement eux, ils ont échoué, mais que ça, quand même cet échec, il se répète à l'échelle internationale avec le crash industriel aux États-Unis. Bon, donc, si vous n'êtes pas capable de nous proposer autre chose, bah, vous n'avez aucune espèce de chance. Donc du coup, moi je pense que là, on est devant une hypothèse qui est en train de se fermer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de candidature Raphaël Glucksmann. Ça me semble être s'affirmer. Donc du coup, bah, on va vers probablement la primaire, puisque la semaine dernière, ils se sont mis d'accord, tous ceux qui sont tenants d'une primaire à gauche, pour dire qu'elle aurait lieu au mois de septembre ou octobre de l'année prochaine, et qu'elle serait sans doute préférentielle. Donc j'ai l'impression que préférentielle, ça veut dire que vous ne votez pas pour l'un ou l'autre des candidats, mais que vous classez par ordre de préférence les candidats, ce qui fait que ça permet d'être un peu moins dans l'affrontement, l'antagonisme entre les candidats, et de donner des points à ceux qui sont rassembleurs. Donc moi j'ai l'impression que cette hypothèse-là se trouve confortée par le départ, enfin le fait que Glucksmann, ça va se terminer cette affaire. Hein. Enfin, bon, mais je suis pas d'accord avec toi en fait. L'histoire n'est pas totalement écrite, mais moi je n'y crois pas. Ça fait longtemps que je n'y crois pas. Je ne crois pas que Glucksmann en ait envie, en ait la capacité, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas, le début d'un périmètre, d'un socle et d'une personnalité. François Hollande s'y voit, mais franchement, il n'y a que lui. Hein. Je suis d'accord avec toi sur ce dernier point, enfin sur cette dernière réflexion. En revanche, la question de qu'est-ce qu'incarne la primaire, parce que tu vois, genre, les Insoumis, bon bah c'est le projet des Insoumis, on le connaît, il le développe et tout. Raphaël Glucksmann, c'était l'espace social-démocrate. Enfin, tu vois, il s'en cachait pas. Enfin, genre, il l'a pas défini comme on l'a dit. Enfin, nous on trouve qu'il l'a pas défini, mais enfin voilà, c'était ça. La primaire, c'est quoi leur espace? C'est quoi? C'est la gauche plurielle? À peu près. Bon, voilà, donc c'est quoi? Mais ça veut dire quoi la gauche plurielle, tu vois? C'est quoi le projet? Non mais parce que, et la question c'est, est-ce que finalement, c'est pas cette primaire qui va remplir en fait l'espace social-démocrate? Non, alors moi ce que je pense c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a des propositions qui sont d'ordre différent. On est en train de préparer un article substantiel sur les évolutions politiques de François Ruffin qui sera proposé aux lecteurs de Regard, vous pourrez le lire la semaine prochaine sur le site de Regard. Donc François Ruffin représente quelque chose dans l'espace de cette gauche. Clémentine Autain représente quelque chose dans l'espace de la gauche. Les socialistes type Olivier Faure aussi, Marine Tondelier peut-être. Mais donc là, tu as des projets et des ébauches de projets qu'ils ont mis dans un vase. Et tu vas secouer, tu vas en sortir un? Ou tu vas trouver une manière de subsumer tout ça? Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un projet qui va être celui qui va sortir en tête, mais ils ne sont pas absolument antagonistes les uns avec les autres. Le fait que Glucksmann se soit mis en dehors de toute façon de cette affaire, finalement, ça a réglé aussi le problème. Il n'y a pas besoin de construire avec Raphaël Glucksmann. Il n'y aura pas de construction avec Raphaël Glucksmann, il n'y aura pas de construction avec François Hollande ni avec Bernard Cazeneuve. Donc ces quatre-là, pour dire vite, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, hein. Donc Olivier Faure, Tondelier, Autain et Ruffin, ces quatre-là ne pensent pas la même chose, n'ont pas la même proposition, mais n'ont pas... d'une certaine manière, ils représentent un peu ce qui s'est fait avec la NUPES et le Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire, au fond, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'identifient eux-mêmes. Ils disent, on est quand même capable, sur suffisamment de points, de se réunir pour faire une candidature qui tienne debout. Voilà. Et je pense qu'ils sont, les quatre, un peu porteurs de logique différentes, mais qui ne sont pas antagonistes les unes avec les autres et qui a des points de négociation, de compromis, de convergence possibles.
Voilà, verra. moi j'ai l'impression que c'est Oui, ça, t'as qui se On produit. verra ce qu'il adviendra dans les semaines à venir et on continuera de vous tenir informés de l'état de la primaire, mais aussi de l'état de nos réflexions sur cette primaire. Dernier point, rapidos. Ouais, rapidos, les insoumis et l'antisémitisme. Alors, on a écrit cet article, dont je vous reconseille la lecture de notre newsletter. Mardi. Et il y a pas mal de gens qui nous ont envoyé des messages. Oui, ouais. mais c'est Vas-y. quoi ce Ah oui, papier? vas-y, Il raconte le faut papier. quand même dire le papier. Le papier, il part d'une interpellation qu'on a reçue comme ça assez durement avec Pablo. C'est qu'il y avait eu cette fameuse réunion de Cazeneuve, Hollande et Glucksmann, dans lequel quelqu'un dit ici, il n'y a pas d'antisémites dans la salle. Flora Gebali, elle s'appelle. Qui c'est celle-là? C'est une militante écologiste proche de Cazeneuve. Voilà. Bon, elle dit ça et tout le monde comprend que ce qu'elle désigne, c'est la France insoumise. Et on s'est dit avec Pablo, là, c'est quand même, on passe des seuils. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de dire de qui on parle de façon implicite. Personne n'a pensé que ce dont elle parlait, c'était de l'extrême droite. Hein. Tout le monde a bien compris que ce qu'elle avait visé, c'était la France insoumise. Donc on s'est dit, là, il y a quand même une question qui s'est installée et qu'on n'a même plus besoin de dénoncer. C'est la France insoumise est antisémite. Oh. Donc ça, c'est quand même une question qui nous a préoccupés grandement. Parce que, évidemment, il n'y a pas d'union de la gauche avec une force antisémite, et il n'y a pas de victoire possible pour la gauche par une force antisémite. Enfin, ça me paraît très, très... Bardella antisémite peut gagner, une force antisémite ne peut pas gagner à gauche. Donc, alors, je dis très clairement d'entrée de jeu que nous ne pensons pas, Pablo et moi, ni que la France insoumise, ni que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite, mais par contre, en revanche, que cette idée-là se soit installée de façon implicite, nous semble être un problème politique. Donc ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il fallait, que ce problème soit vu, on a voulu dire le problème, et deux, qu'il doit être traité. C'est-à-dire qu'il faut le résoudre. Et le résoudre, ça veut dire prendre des initiatives qui permettent de faire dégonfler ce truc-là, de purger le problème. Sans ça, on va passer 2 ans avec cette histoire-là qui est épouvantable, qui pourrit tout, qui structure l'idée des deux gauches irréconciliables absolument. Et par ailleurs, on s'est dit peut-être que d'en parler dans un moment où il n'y a pas une crise sur une connerie qui met en cause l'AFI, c'était une manière de pouvoir poser la question sans qu'on soit dans un moment où elle est attaquée, où il faut la défendre. Alors il y en a plein qui nous ont dit justement pourquoi vous en parlez. On en parle parce qu'on pense qu'il y a un problème. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le point chaud de la difficulté que la difficulté n'est pas présente et ne s'est pas installée et enquistée. Donc il nous semble que LFI et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas antisémites. 2, que cette campagne, qui est une campagne de long terme, parce qu'on rappelle dans cette newsletter que, par exemple, Jeremy Corbyn a été démis sur la base d'une telle campagne en Angleterre, que c'est une campagne qui vise, par exemple, Mamdani. On a dit que le nouveau maire de New York était antisémite. Au-delà des accusations d'antisémitisme tous azimuts qui touchent Macron, le pape, le secrétaire général de l'ONU, etc. Lié à la situation à Gaza. Voilà, il y a quand même l'idée de déstabiliser, d'attaquer la gauche de gauche à travers cette accusation d'antisémitisme. Donc ça fait un moment que ça dure cette affaire. Donc on ne peut pas ne pas le voir, on ne peut pas en être, le prendre avec naïveté. C'est une question qui doit être prise avec sérieux et traitée avec sérieux, et il faut s'en débarrasser. Il faut clore ce débat. Il faut clore cette affaire, et le clore, ça veut dire vraiment lever tous les doutes, les questions, avoir une prise de position très ferme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Ils vont trouver la façon de le faire, mais il faut le faire. C'est incontournable. Alors, moi, pour aller, juste pour ajouter quelques points à ce que vient de dire Catherine, il y a une chose dont on ne doute pas aussi, c'est que la charge, le moteur principal de la charge contre la France insoumise et d'essayer de les relier à la question antisémite vient
de l'extrême droite, des médias Bolloré, de CNews et compagnie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est que ça empoisonne le débat, y compris à gauche. C'est-à-dire que maintenant, il y a une partie des gens qui se posent des questions et des gens qui honnêtement, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, en 2022, et qui se disent « Merde, je ne revoterai plus jamais pour Jean-Luc Mélenchon parce que il est accusé d'antisémitisme ou que la France insoumise est antisémite. » Et que ça, c'est un problème. Et c'est un problème grave. Et donc, comme l'a dit Catherine, nous, on ne pense pas que ontologiquement ou essentiellement la France insoumise soit antisémite. En revanche, elle doit proposer une stratégie de sortie de crise. Or, aujourd'hui, la seule stratégie qui est proposée par la France insoumise lorsqu'elle est attaquée sur cette question-là, c'est « Non mais nous, antisémites, jamais ». Tu vois, genre, je me souviens encore c'était un meeting dans lequel Jean-Luc Mélenchon répondait à ces questions-là et il disait, nous, moi, antisémite, et là, il rigolait, tu vois. Et le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Et tu dis, là, tu as terminé en disant une prise de parole forte. Moi, je suis désolé, c'est pas une prise de parole forte, c'est une stratégie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus complet. C'est pas juste Jean-Luc Mélenchon fait une vidéo et puis voilà, je suis pas antisémite, je vous explique pourquoi, et puis au revoir, messieurs, dames. Enfin, non, c'est comme le truc, c'est instillé, en fait, au plus profond du débat public. Au-delà, hélas, enfin vraiment j'en suis le premier énervé, enfin au-delà en fait des stricts cercles de l'extrême droite, il faut avoir une stratégie pour s'en sortir qui dépasse en fait la posture. Tu vois, et qui soit, qu'est-ce qu'on met en place, en fait, pour que, il n'y ait plus de soupçons, en fait, d'antisémitisme qui pèsent sur nous. Ça passe par, sûrement, des formations, ça passe par de la pédagogie, ça passe par Tiens, Jean-Luc Mélenchon, il fait des conférences sur la mer, et il nous explique pourquoi la mer, c'est formidable, etc. Et ces conférences, il faut le dire, sont formidables, quand il nous explique pourquoi la mer, c'est important, tu vois. Bon, qu'il fasse la même chose en fait sur l'antisémitisme, qu'il passe autant de temps à nous déconstruire le truc. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ils ont tendance en fait à mettre cette question-là sous le tapis, pas parce qu'ils sont antisémites, mais parce qu'ils considèrent que ils n'ont pas besoin de traiter cette question puisqu'ils sont si forts sur les autres questions. Oui, c'est parce qu'elle leur paraît trop infamante. Et elle est très infamante. Non, mais vraiment, quoi. Donc, ils ont le sentiment que de la traiter, d'ailleurs un peu ce qui nous a été reproché, c'est-à-dire que nous, le fait qu'on dise qu'il faut la traiter, on nous a fait le reproche d'alimenter le sujet, alors que ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est de dire, c'est une question, il faut qu'elle soit levée. Sans ça, écoutez, ça sera le scotch sur la godasse de Jean-Luc Mélenchon dans les 2 prochaines années. Voilà, il n'y a aucun doute. Mais au-delà du scotch sur la godasse de Mélenchon, c'est que ça rend aussi compliqué le fait que ces gauches ne se clivent pas de façon... oui, il n'y a pas de place. Si cette question de l'antisémitisme n'est pas réglée dans la tête de tous les gens de gauche, il n'y aura pas de convergence possible dans un sens ou dans l'autre entre ces deux gauches qui... Il n'y aura pas de rassemblement possible du peuple de gauche et encore moins de rassemblement du peuple tout entier pour une victoire de la gauche. Sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.